j'ai composé cette communication uniquement à but de cette journée, évidemment tirée de mes travaux de recherche. Et je vais essayer de traiter le sujet selon 4 axes que sont 1. L'art, deuxièmement le corps, troisièmement l'esthétique de l'existence, et il m'importait d'avoir un 4e axe, notamment pour ici particulièrement, qui est l'espace communautaire. Je voudrais d'abord délimiter la question, et celle qui nous est posée aujourd'hui, donc s'interroge sur la philosophie comme technique de soi aujourd'hui. Et d'emblée, nous souhaitons non pas modifier le sujet, mais le préciser un petit peu. Premièrement, entre les termes aujourd'hui et contemporain, de peur que le terme aujourd'hui soit trop ancré dans l'espace du temps présent, nous préférons le terme contemporain, qui offre plus d'aspérité, nous verrons pourquoi, dans un rapide cadrage, qui toutefois, bien sûr, ne fait pas l'économie du présent. Deuxièmement, quant à la question de la technique de soi, vous l'avez précisé, que nous entendons à la suite de Foucault comme les techniques qui produisent un sujet donc transformable, modifiable, c'est important pour la suite, un sujet donc construit, qui se donne des règles d'existence, de conduite, à travers des exercices, je cite Foucault, des exercices, des pratiques, des techniques. Si nous utiliserons ce terme, c'est bien celui, comme vous l'avez rappelé, d'exercice spirituel que nous préférons ici. Nous allons préciser les raisons. Pour être bien compris, à l'évidence, ni le terme aujourd'hui, ni technique de soi sont modifiés, mais se trouvent inclus dans les expressions à la fois contemporains et à la fois ce que nous appelons à la suite de Pierre Hadot et de Michel Foucault, exercice spirituel. Toute la philosophie antique est exercice spirituel pour Pierre Hadot, ce qui signifie toute pratique destinée à transformer en soi-même ou chez les autres la manière de vivre, de voir les choses. C'est à la fois un discours, qu'il soit intérieur ou extérieur, et une mise en valeur, une mise en œuvre pratique. La philosophie se dessine en effet comme une discipline destinée à aider l'homme à mieux vivre, à mieux être, à jouir de ce qu'il vit plutôt que de vivre de ses passions. Pour cela, différentes écoles dans l'Antiquité, comprenez bien que je fais simplement un cadrage qui nous aidera pour la suite, dans l'Antiquité vont développer techniques, méthodes pour parvenir à ce mieux-être, avec en commun le souci de soi, de son bien-être, le souci de l'homme, de vivre le mieux possible. Toutes ces écoles vont mettre en exergue, je cite les épicuriens, les stoïciens et les cyniques, toutes ces écoles vont mettre en exergue l'homme et sa sérénité, l'homme au sein d'une harmonie lui permettant de vivre avec la conscience que la vie est courte, que le temps à vivre est incertain, que l'existence est ponctuée quotidiennement de maux, de douleurs, d'obstacles qu'il s'agit de surmonter. Cette pratique de la philosophie comme exercice spirituel demeure dans l'Antiquité, dans la période hellénistique, jusqu'à l'avènement chrétien, moment où la philosophie est en partie récupérée par la religion et devient une discipline au service de Dieu. Plusieurs études montrent que le christianisme n'a forgé ses propres exercices spirituels qu'à l'aube du IIe siècle, alors qu'il cherche à se constituer comme un concurrent de la philosophie grecque. En conséquence de cette récupération, une alternative aux religieux s'est développée pour, je cite Hadot, ceux qui veulent vivre selon un mode de vie religieux, la possibilité de choisir un mode de vie purement philosophique. Toutefois, face à cette récupération, même partielle, face à cette période théologique, que reste-t-il des pratiques spirituelles des anciens? Que deviennent les techniques, les méthodes, les exercices permettant à l'individu de s'améliorer et de se transformer pour mieux vivre, sans pour autant avoir évidemment cette connotation religieuse? Que reste-t-il des exercices spirituels dans la philosophie contemporaine? Car si nous pouvons repérer des traces de réception d'exercices spirituels antiques, que ce soit à la Renaissance, à l'époque classique ou encore à la période moderne, cela ne semble pas être le cas dans la philosophie contemporaine, où la philosophie analytique est clairement dominante. Pierre Hadot lui-même s'interroge de façon très claire, les exercices spirituels, dans tous les temps, dans tous les pays, on les a toujours pratiqués, et ils sont peut-être un peu oubliés dans notre temps. Or, cette pratique philosophique que sont les exercices spirituels semble toujours nécessaire. Les maux, la soumission aux passions, les obstacles de la vie demeurent. Le désir de vivre du mieux possible semble être une perspective intemporelle. Si les exercices spirituels sont toujours présents et sous quelle forme, comment ce besoin d'une philosophie composée d'exercices spirituels qui semble si prégnant aux individus anciens est-il adressé aujourd'hui pour les individus de notre espace contemporain? Car devant l'apparente disparition des écoles antiques, des grands courants philosophiques comme je les ai nommés dans les écoles, qu'est-ce qui a pu perdurer? C'est donc notre propos aujourd'hui, qui sont issus notamment de mes travaux de thèse, de certains de mes ouvrages sur le sujet, qui vont chercher à répondre à ces questions. Très rapidement sur le contemporain, à Paris au XVIIIe siècle,
On disait d'une femme élégante qu'elle suivait la mode, qu'elle était contemporaine de tout le monde. Note Jouando. Il semble que la philosophie antique soit cette dame. Elle est contemporaine de toutes les philosophies, de toutes les époques, de tous les siècles. C'est ce qui la rend toujours actuelle et en même temps toujours insaisissable, car à l'évidence, elle est indéterminable à un seul et même moment. Elle nous éblouit donc en permanence. À peine pouvons-nous dessiner les traits, à l'occasion d'un moment, d'une période, qu'elle réagit de plus belle ailleurs. Qu'y a-t-il de plus contemporain que le stoïcisme de Shaftesbury à son époque, celui de Montaigne en son temps, Marc Aurèle en son siècle, celui discutable de Nietzsche ou encore de Foucault pendant leurs propres existences? Dans le même temps, quelle technique ou exercice spirituel reste effectif? Il faut noter qu'il existe plusieurs définitions du contemporain selon des conventions d'historiens internationaux ou français. Toujours une certaine démarcation française dans laquelle je vais m'inscrire, c'est-à-dire non pas en considérant la philosophie contemporaine, mais comme celle issue directement de la modernité, mais qui fait référence à des événements passés, mais qui ont des conséquences sur notre présent. Et ceux qui ont réceptionné, on les note à partir du XIXe siècle, à travers, je vais le dire en français, vous m'excuserez pour nos amis de langue anglaise, Thoreau, qui naît en 1817, donc Thoreau, suivi de Pierre Hadot, Putman, Cabell, James, Dewey, Wittgenstein, Foucault, Rorty et Schusterman. Large éventail donc de philosophes qui nous paraît se rassembler, je vais essayer de dire pourquoi, sous la bannière d'exercice spirituel, au sens où ils sont chez les anciens. Si les modes de vie ont indéniablement changé, il n'empêche que l'on peut repérer dans les écrits comme dans les actes de ces individus des propositions antiques. Nous proposons désormais d'entrer dans nos quatre axes, déterminant les exercices spirituels contemporains en commençant par l'art. Pour comprendre cela, il faut noter la distinction depuis le début du XXe siècle entre l'esthétique analytique d'une part et l'esthétique pragmatique de l'autre. Cette question de l'esthétique a fait l'objet d'attention par John Dewey, pragmaticien majeur. Pour lui, l'art n'est pas du tout un immatériel, dont la valeur serait spirituelle ou artistique. Mais l'art a une fonction globale. Une philosophie de l'art, elle est stérile selon lui, je le cite, si elle ne nous rend pas sensibles à la fonction de l'art en relation avec les autres modes de l'existence et de l'expérience. Ainsi, pour Dewey, chaque objet prétendant posséder une valeur artistique, spirituelle, va donc venir nourrir la vie, la psychologie des individus. D'ailleurs, l'un des fondements de l'esthétique de Dewey porte sur un naturalisme somatique. J'expliquerai pourquoi. Tout simplement, il s'agit de retrouver une continuité entre l'expérience esthétique que nous pouvons vivre face aux œuvres et les processus normaux, quotidiens de la vie. L'art joue ce rôle et tout objet qui prétend posséder une valeur doit servir et enrichir ainsi qu'engager la vie de l'organisme humain. Je le cite, « L'art sert la vie plutôt qu'il n'en prescrit un mode déterminé et limité. Il revivifie notre attitude à l'égard des circonstances, des exigences de l'expérience ordinaire. » L'art va revêtir chez lui une forme singulière qui est celle de l'utilité, d'un pragmatisme permettant d'entrevoir une nouvelle valeur à l'art, une valeur qui ne repose pas tant dans l'objet que dans l'individu, qui se trouve confronté, lui, à l'art. L'art engage l'individu, ses affects, ses énergies, et cela grâce à sa propre expérience esthétique. L'art devient le matériau d'un possible acte sur soi, il permet de garder vif notre pouvoir d'appréhender le monde dans sa plénitude. La présence de la forme caractérise l'expérience esthétique et les objets d'art. La forme dans la peinture, la sculpture, est un ensemble de rapports spatiaux, statiques, mais aussi dynamiques, et ce dans une multitude de possibilités. L'expérience consiste en l'interaction du produit artistique avec un individu. Elle varie donc selon les personnes. Elle change pour la même personne selon les moments, dans la mesure où elle apporte quelque chose de différent. Cela est majeur pour Dewey, car cela insiste sur le pouvoir qu'un art peut nous transformer. Et l'art cale sur les individus. L'art va influencer les individus sur une possible transformation d'eux-mêmes, en les rendant signifiants, et en même temps offre une certaine unité, d'une part grâce à sa capacité de rassemblement des œuvres, mais aussi à comprendre le monde. C'est toute l'existence qui se trouve reconsidérée par l'art. Dewey se rapproche ainsi des thèses nietzschéennes selon lesquelles, je cite Nietzsche, l'existence et le monde ne sont justifiables qu'en tant que phénomène esthétique. Il décrit prendre accord avec Michel Foucault selon l'esthétique de l'existence que nous verrons plus loin. Il faut donc décloisonner l'art en le sortant de son rôle de sacré. L'art se réintroduit dans la vie quotidienne, dans la vie ordinaire. L'art devient un guide, un stimulant, plutôt qu'un ornement ou un fétiche. Vous comprenez en quoi ce sera important avec Foucault. Cette descente de l'art dans le monde, de l'homme du commun, se traduit par Dewey par l'accroissement des divers arts de vivre d'un côté, et d'un autre côté, cela permet de restructurer la vie éthique et sociale
à travers la notion d'esthétique. Notons que sa proposition, très rapidement, fait écho à ce que dans la Grèce antique, les bonnes actions étaient aussi écrites comme belles. L'art, dans cette époque, est écrit comme une partie intégrante de la vie et des institutions de la communauté, que l'idée même de l'art pour l'art n'eût pas été comprise. Dewey insiste en disant qu'il faut donc un nouveau rôle pour les philosophes, non celui de la philosophie analytique, car, explique-t-il, les philosophes visons, nous, non pas simplement la satisfaction de la vérité, mais une émotion et une sensualité. Ainsi que le rappelle Schusterman à propos de Dewey, pour lui, rien ne peut rivaliser avec l'épanouissement que constitue l'expérience esthétique. Richard Rorty, de son côté, recommande une vie esthétique pour accéder tout simplement à une vie meilleure. Celle-ci engage une perfection personnelle d'auto-création de soi. Cela est motivé par le désir d'agrandir son propre moi afin d'embrasser de plus en plus de possibilités. Les propos de Rorty sur cette vie esthétique ne sont pas aussi sans rappeler ceux de Foucault, d'une esthétique de l'existence, d'autant plus que Rorty appelle à s'écarter des bornes, on verra que Foucault parle d'innovation totale, des standards inculqués par les descriptions héritées de soi, et qu'il est nécessaire de rechercher de nouvelles expériences et un nouveau langage. La recherche esthétique, l'enrichissement du moi, sont proposés par Rorty pour une recherche d'expériences nouvelles, de nouveaux vocabulaires dans l'objectif d'une production personnelle. Cette dimension est évidemment importante pour lui car elle donne un projet à la vie. Le but, je le cite, le but d'une société juste et libre est de laisser ses concitoyens cultiver comme ils souhaitent les vertus individuelles, irrationnelles et esthétiques. La proposition d'une vie esthétique rortienne vise, à l'instar d'un Foucault, une création esthétique de soi, de ses propres actions comme de ses propres corps. Cette proposition cherche à mettre en œuvre une forme d'ascèse esthétique destinée à s'enrichir soi-même. Cette création de soi esthétique, basée sur l'élargissement, l'enrichissement, la création du moi, permet de redécrire, d'enrichir chacun d'entre nous les expériences individuelles et donc les individus eux-mêmes. Cette idée redimensionne l'esthétique en elle-même, puisqu'il ne s'agit plus jamais de voir les objets, les œuvres, l'art, l'esthétique comme des objets, mais uniquement des objets à destination de soi ou des autres. Dans une filiation foucaldienne parfaite, Rorty déclare que ces modifications de langage, ces changements de perception, ces nouvelles expériences qui seront nécessairement portées par des individus singuliers auront pour conséquence de faire de leur vie une œuvre d'art. Néanmoins, faire de sa vie une œuvre d'art est uniquement centré sur l'enrichissement du moi, précise Rorty. Nous noterons ici, mais comme bon nombre d'exercices spirituels, c'est une parenthèse pour le reste, un constat d'élitisme. Rorty déclare très clairement à propos de l'esthétique, construisant ce moi, que certains êtres humains particuliers espèrent l'atteindre par la création de soi, mais seul un petit nombre l'atteindra vraiment. Ceci fait évidemment tout à fait sens avec la question que posait Épictète quand il s'interrogeait à propos de la persuasion de Socrate, où il disait très clairement « Pas même 1 sur 1000 n'a-t-il réussi à convaincre ». L'art, on le voit, prend une place importante dans son propre moi, dans sa propre constitution. Son environnement, donc, dans notre propre corps, est notre deuxième axe, la question du corps. C'est que le corps est particulièrement questionné comme technique de soi. Plus exactement, comme je l'ai rapidement évoqué, c'est la notion de soma, qui est régulièrement utilisée dans la philosophie contemporaine pour se distinguer du strict terme de corps, qui renvoie trop à la matérialité en tant que telle, alors que le soma va être le médium de la perception de l'action avec la pensée. Le travail sur cette dimension somatique n'est pas sans rappeler l'essence de la philosophie et des exercices spirituels à travers le fameux « connais-toi toi-même » socratique. En effet, l'intégration du soma dans la pensée a pour enjeu de venir travailler sur la connaissance de soi, plus précisément par une connaissance somatique de soi, pas simplement la pensée mais également son propre corps. Celle-ci recouvre finalement la même volonté, le même appel socratique, en ayant une finalité un tout petit peu différente. Quand la connaissance de soi s'adresse à l'âme, pour établir une transformation, son objectif est de changer, modifier, transformer le comportement, la compréhension de l'individu. La connaissance de soi somatique, quant à elle, s'adresse non seulement à l'âme, évidemment, mais également au corps, qui va donc s'articuler autant que l'âme, le corps, pour donner naissance à une nouvelle forme de connaissance. Une connaissance qui va donc mêler ces deux axes. Une connaissance somatique qui n'a pas moins comme objectif d'avoir une transformation globale, holistique du sujet, où les dimensions de l'amélioration esthétique, morale et spirituelle s'entrelacent. La soma esthétique est donc la compréhension, l'acceptation, l'intégration de ce mélange corps et esprit, un mélange, comme le dit Thoreau,
où le corps et l'esprit, je le cite, s'assoient ensemble à une même table. La soma esthétique peut être ainsi définie, selon les mots de Schusterman, comme, je le cite, l'étude méliorative et critique de l'expérience et de l'usage du corps, conçue comme le foyer de l'appréciation esthético-sensorielle et du façonnement de soi créateur. La discipline soma esthétique rappelle donc que notre constitution corporelle est tout simplement un mélange impur. Nos frontières corporelles ne sont jamais définitives. Le corps est en permanence désordonné, mélangé, mixé de solides, de gaz, de liquides. Il ne cesse en permanence d'être constitué par l'air, par l'alimentation que nous mangeons. L'acceptation du corps ainsi constitué permet, selon les propositions esthétiques, de remettre en cause tout le corps utopiste d'une pureté corporelle, qui ne fait qu'inciter à présenter le corps selon des races, des ethnies, des genres, etc., etc. La dimension de corps-esprit est retranscrite par Schusterman comme une soma esthétique, où s'articulent tout simplement l'esthétique et la philosophie comme manière de vivre. Il n'y a donc pas de glorification du corps dans cette discipline, pas plus pour l'esprit, puisque les deux ne font qu'un dans une posture inédite. Dès le début du pragmatisme, Peirce associe le corps et l'esprit, car selon lui, la façon dont on pense n'est pas dissociable de la façon dont on se comporte dans son être et dans son attitude. Au-delà de son fondateur, presque la totalité de la pensée pragmatiste cherche à rappeler que le corps constitue une dimension essentielle et fondamentale de l'identité de l'individu et questionne la structuration de notre vie mentale qui s'oppose à nos expériences corporelles. Ce qui est mis en avant dans cette discipline, c'est que la connaissance de soi ne peut donc pas être résumée à des paramètres de soi qui peuvent être passés sous silence, comme le corps, évidemment. Le corps fonctionne tout simplement comme la conscience incarnée propre à un individu. C'est d'abord lui qui prend le monde. C'est d'abord le corps qui comprend le monde, ensuite l'esprit. Ignorer ou déconsidérer le corps, c'est ignorer une partie de soi. L'attention à la respiration, à son rythme, à sa profondeur, est un exemple d'analyse de son état émotionnel, tout comme son état et ses contractions musculaires que l'on peut ressentir si la pression ou l'attention peut être corrigée. Et cette attention, cette respiration, c'est exactement ce que l'on note chez Aristote dans son De Respiratione, où il est évoqué les doctrines des philosophes, Empédocle et le livre sur la respiration, Diogène d'Apollonie, Démocrite, Platon. Ce dernier, comme Aristote, montre très clairement l'importance de l'histoire de la respiration, ainsi que le stoïcisme qui s'est nourri sur le sujet de la médecine post-aristotélicienne et lui-même inspirateur de l'économie médicale du pneumatisme. John Dewey fait partie de ceux qui se réclament clairement de cette vie somatique. Il est celui qui semble avoir développé la philosophie somatique la plus complète, parce qu'en reconnaissant d'une part la valeur de la conscience somatique, et d'autre part la primauté de la perception et de la performance corporelle irréfléchie. On ne pense pas toujours son corps. Donc nécessité de le penser pour une meilleure combinaison, un meilleur usage de soi. Pour Dewey, le corps et l'esprit, évidemment, ne sont pas dissociables. Et d'ailleurs, il regrettait qu'il n'existe pas un mot qui puisse mélanger les deux. On a corps ou esprit, mais il n'existe pas un mot mélangeant les deux. C'est ce qu'il regrettait. L'aspect biologique est capital pour Dewey, car ils sont à la base, dit-il, de toutes les racines de l'esthétique qui mettent en œuvre ensuite nos exercices, nos expériences spirituelles. Dewey prend à contre-pied toutes les théories classiques d'un esprit qui contrôle le corps pour démontrer que les facteurs biologiques du corps sont à la source de l'esprit. Cela s'explique par le fait que Dewey voit dans l'esprit une nature sociale et considère que la survie d'un organisme dépend de son interaction avec son environnement, de sa capacité à s'y incorporer. Le fait est que l'environnement de l'organisme se constitue par les autres humains qui participent à la survie du nouveau-né, à l'intégration dans le langage. En conséquence, la formation de l'esprit est conditionnée par l'environnement corporel et il s'agit pour s'améliorer ou se connaître d'intégrer la source première de notre constitution qui est notre corps, même si cela n'est pas sans complexité. La chose, je cite Dewey, la chose dont il est le plus difficile de s'occuper est celle la plus proche de nous-mêmes. Celle qui est la plus constante et la plus familière, et ce quelque chose le plus proche, c'est précisément nous-mêmes, notre corps, nos propres habitudes et nos manières d'agir. Pour Michel Foucault, le corps est le lieu de la connaissance, de la transformation de soi, qui ne se réduit évidemment pas à une stylisation, à une transformation de soi par le corps, et évidemment importante pour Foucault, avec les expériences corporelles. Celle-ci se retrouve largement dans l'œuvre de Foucault, imbibée d'analyse sur le corps, qui est modelée par le pouvoir, on l'a dit tout à l'heure, employé comme un instrument, soumis à des normes qui touchent la santé, la beauté, le sexe. De ces expériences personnelles,
qui se diffuse plus ou moins dans ses écrits et interviews, Foucault n'hésite pas à faire entrer son corps en jeu, que ce soit dans l'utilisation de drogues, comme certaines pratiques sexuelles extrêmes. Dans ce dernier cas, il ne faut pas lire, évidemment, un Foucault visant l'apologie d'expériences sexuelles limites, et nous, évidemment, nous ne rentrons pas dans la controverse avec Miller, mais au contraire, voir une finalité qui est de rompre avec notre obsession du sexe comme unité, comme clé du plaisir unique. Ainsi, l'objectif pour lui est de nous libérer d'un sexe répressif qui obstrue tout simplement d'autres plaisirs somatiques. C'est pourquoi, dit-il, il faut tendre à une désexualisation, à une économie générale du plaisir qui ne soit pas sexuellement normée. Par exemple, si Michel Foucault recommande le sadomasochisme homosexuel, ce n'est pas tant pour le plaisir que pour sa dimension de désexualisation du plaisir, où dès lors s'inventent, je cite, de nouvelles possibilités de plaisir en utilisant certaines parties bizarres du corps. C'est ce qu'il dit dans son interview « Sexe, pouvoir et la politique de l'identité ». Le sadomasochisme joue parfaitement le rôle de mise en scène du corps, d'instrument sexuel, sans pour autant que le soi individuel puisse être ignoré ou exclu. Le corps est tout à fait repensé, redessiné aussi à ces moments. Le soi dans ses expériences est en perpétuel mouvement. Il se refaçonne en adoptant un rôle nouveau, inédit, un rôle que notre condition n'avait peut-être pas prévu initialement dans la constitution de notre soi. Ces rapports pratiques engendrent une transformation de soi, à l'instar des exercices spirituels, dans la mesure où, certes, il peut y avoir de plaisir également, mais accompagné d'efforts, de rigueur, de volonté, de transformation. Gaël Rebeen précise ces importantes dimensions à l'occasion de soirées dédiées, je le cite, « Les gens allaient aux catacombes, le célèbre club SM de San Francisco, pour faire des choses inouïes à leur corps et leur esprit. » Je le cite toujours, et certains habitués racontent avoir connu des genres d'expériences transformationnelles qui sont en général associées avec des disciplines spirituelles. Si la soma esthétique peut trouver ses sources dans l'Antiquité, son développement dans l'époque contemporaine prend un essor qu'il s'agissait de souligner. Alors même qu'il peut être occulté par une célébration du corps consumériste, alors même que les nouvelles technologies fournissent de plus en plus de stimulations sensorielles visant à éradiquer la menace d'un mal-être, la soma esthétique se développe considérablement sous différentes formes. Le développement de nouveaux outils, de nouvelles technologies, n'est en effet pas sans questionner le corps en termes de nouvelles postures ou de nouvelles habitudes qu'il subit ou sur quoi il doit résister. De fait, de nouveaux mots, MAUX, de nouveaux handicaps somatiques apparaissent en conséquence d'inconfort, d'usage du corps inefficace, qui peuvent générer de multiples tensions de tout ordre. Seule la conscience somatique de soi peut venir à bout de ces mauvaises et de celles-ci, de ces mauvaises tensions, et celles-ci, notamment dans un environnement confiné par ces nouveaux outils ou ces nouvelles technologies. Le corps est donc un axe crucial. Après l'art dans lequel on voit se dessiner le corps devient un axe crucial, et il devient un axe crucial, comme nous allons voir, de façon un peu plus particulière, et nous aurions pu associer évidemment William James, qui parle du corps comme l'œil du cyclone, par exemple. C'est donc, en tout cas, un fondement qui questionne évidemment l'esthétique de l'existence, que nous proposons ici pour notre troisième temps. L'esthétique, la construction, la sculpture de soi font partie des notions importantes de la philosophie contemporaine. Dès lors, il s'agit de se soucier de l'amélioration et de la transformation de soi. Comme nous l'avons précisé, il ne s'agit évidemment pas de lire l'esthétique de l'existence dans un rapport au corps. Une stylisation, une esthétique de soi, c'est surtout penser l'existence en termes de façonnement de la vie de façon très large. L'environnement, la politique, les relations, les actions, c'est évidemment toujours l'articulation théoria-praxis, le fait que, comme dans l'Antiquité, on pratique. On a à la fois le discours et la mise en œuvre. L'esthétique de soi, l'esthétique de l'existence, dans l'approche d'exercices spirituels contemporains, n'a de sens que dans une optique d'amélioration de soi au sein de la vie. Ce que la stylisation ne résoudrait pas, évidemment, ne résolverait pas. Comme le souligne Foucault, l'esthétique de l'existence, c'est l'accompagnement fondamental de toute philosophie depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. J'ai personnellement échangé avec Pierre Hadot sur ces questions techniques de soi, esthétique de l'existence et cette grande controverse sur laquelle, à la fin, il disait « mais tout ça n'est qu'une querelle de mots » et évidemment que tout ça fait sens, ensemble. Celle-ci s'établit par un certain nombre de techniques, je cite Foucault, que vous connaissez, permettre aux individus d'effectuer seuls, les techniques, avec l'aide d'autres, un certain nombre d'opérations sur le corps et leur âme, leur pensée, leur conduite, leur mode d'être, et de se transformer afin d'atteindre un certain bonheur
d'atteindre une certaine pureté, de sagesse, de perfection ou d'immortalité. Cette notion d'esthétique de l'existence peut se lire notamment avec 3 figures contemporaines majeures: Emerson, Thoreau et Michel Foucault. Tous, malgré leur singularité très forte, semblent avoir vécu une vie d'exercice spirituel, une esthétique de l'existence au même titre que les anciens. Ce qui explique d'ailleurs de nombreux points communs entre eux, comme se dessiner une vie singulière, mettre en place des systèmes de résistance, etc. Emerson chercha continuellement dans sa vie à mettre en œuvre l'idéal fixé, qui est la simplicité de l'existence et l'élévation de la pensée. Dans l'expérience, il annonce clairement, ainsi, pourquoi ne pas réaliser votre monde. Phrase qui fera écho chez Michel Foucault, tout comme cette phrase de Confiance en soi, le livre d'Emerson, un des livres d'Emerson. Mettez l'accent sur ce que vous êtes, n'imitez jamais. Cette injonction à la confiance en soi, son concept majeur, rejetant le conformisme, est fondée sur le perfectionnisme. Le perfectionnisme a pour enjeu de chercher un meilleur moi, se fonder sur soi plutôt que sur les autres. Il ne s'agit pas de rejeter la pensée d'autrui, mais de lire la pensée d'autrui dans la sienne. La confiance en soi, self-reliance, est indissociable de l'histoire et de la pensée d'Emerson. Celle-ci se présente sous un double geste, qui est à la fois un mouvement d'affirmation intérieure, une affirmation de soi qui sait et résister à la foule, et une volonté de construire une existence. C'est ce que l'on peut lire à travers les aphorismes que je cite très rapidement d'Emerson. Construis ton propre monde, obéis à ton cœur, fais-toi confiance, tout cœur résonne à cette corde de fer. C'est aussi l'épigraphe de Self-Reliance, où il est souligné que l'homme est sa propre étoile. En étant sa propre étoile, l'individu ne compte que sur lui-même. Le manque de confiance en soi est visible par l'homme qui s'attache, selon Emerson par exemple, à la propriété, au gouvernement, qui d'ailleurs en retour la protège et la conditionne. L'autre partie du geste de la confiance en soi, c'est le mouvement d'effacement de soi, de soumission, où l'individu sur l'extérieur se laissant habiter par l'esprit, par l'âme suprême. C'est ici qu'Emerson voit le salut des individus. Seule la confiance en soi peut réaliser une révolution dans les relations entre les hommes. Seuls les changements individuels d'attitude peuvent provoquer des changements d'ordre institutionnel. Une plus grande, je cite, une plus grande confiance en soi doit opérer une révolution dans les rapports entre les hommes et dans leurs fonctions, dans leur religion, dans leur instruction, dans leurs objectifs, dans leur mode de vie. Confiance en soi est donc le programme d'une philosophie en acte, destinée à produire chez les individus l'état d'esprit et l'humeur qui changeront tant l'aversion individuelle que l'aversion sociale de l'originalité. Car la confiance en soi est dans le même temps le refus de la conformité qui détermine une façon de vivre son existence. Chaque pensée, pour Emerson, est un acte moral et il faut oser penser par soi-même. Il dit « Je voudrais montrer tout simplement que la connaissance de soi, c'est la capacité à se placer dans le monde. C'est aussi la capacité en l'homme à juger du bien. Cela est possible dans la mesure, dit-il, où chacun a en lui-même la forme complète d'une conception morale. » Cette praticité émersonienne fait autant écho aux anciens que celui qui questionne les fondamentaux de la philosophie à travers les questions cruciales d'existence, comme dans Destin, autre livre d'Emerson, où il demande comment doit être conduite la vie, comment dois-je vivre. Dans Expérience, même questionnement, où nous trouvons-nous? C'est à nous d'y répondre. Il n'est pas sans formuler de réponse, et avec un accent stoïcien, il répond que nous nous trouvons dans une série d'où nous ne connaissons pas les extrémités, les limites, et d'ailleurs nous croyons qu'il n'y en a pas. Néanmoins, cela n'est pas un frein à la constitution d'une existence. Tout comme tout exercice spirituel, c'est au sein de son propre moi qu'il est possible de trouver refuge, amélioration et progression visant à mieux être. Rien, n'explique Emerson, en dehors de toi-même ne peut t'apporter la paix. Celui qui s'aide lui-même est à tout jamais bienvenu parmi les dieux et les hommes. Il s'agit de construire son propre monde, et la conformité que l'on doit suivre est la pure idée de ce que l'on a soi-même à l'esprit. Emerson exhorte clairement que la confiance en soi est l'aversion de la conformité, et donc se dresse contre le conformisme qui anéantit l'individu. Dans la société, la vertu la plus prisée est le conformisme, dit-il. La société n'a qu'aversion pour la confiance en soi. Elle n'aime pas les réalités et les créateurs, mais les noms et les usages. J'espère que c'est la dernière fois que nous entendons parler du conformisme et de la cohérence. Une grande âme n'a rien à faire avec un esprit de cohérence. Par le conformisme,
Les hommes deviennent des punaises, du fretin. C'est la populace, ils n'existent pas. Ils adhèrent à des églises mortes, votant pour de grands partis politiques. Pour se sortir de ce conformisme, il s'agit de devenir confiants en nous-mêmes, sans bien sûr nous fier à nous-mêmes tels que nous sommes. Car c'est ce qui, justement, fait de nous de la populace. Il s'agit prioritairement de s'ériger contre la conformité, c'est-à-dire d'effectuer une conversion qui s'éloigne du conformisme, transformer nos conformités comme si nous devions renaître à nouveau. C'est face à ce constat d'aversion à la conformité qu'intervient le perfectionnisme émersonien, dans lequel une esthétique de l'existence semble poindre. Le perfectionnisme consiste à refuser le conformisme ambiant en se transformant en soi-même, en sachant se critiquer, en ayant la capacité à consacrer le moi réalisé au moi non réalisé. Car le moi est le gardien de lui-même, donc attend lui-même transparence, clarification et constance. La responsabilité du moi envers lui-même est sa seule possibilité d'éveil. On retrouve ici tout à fait la métaphore d'Épictète à l'occasion de l'examen de conscience, où il est recommandé à propos des pensées d'être tel un gardien de nuit qui ne laisse pas entrer n'importe qui dans la ville ou dans la maison. Un gardien qui protège son moi en prenant garde et soin de lui-même. Chaque individu, pour Emerson, doit décider son existence. Chacun est encouragé à devenir ce qu'il est réellement, être soi-même et vivre selon sa nature. Ma vie existe pour elle-même et non pour la parade. Ce que je dois faire est tout ce qui me concerne, non pas ce que pensent les gens. Pourquoi n'aurions pas une poésie, une philosophie fondée sur l'intuition et non sur la tradition et une religion? C'est pour ça qu'il condamne évidemment l'ascendant des traditions et des religions. En fidèle disciple d'Emerson, Henri David Thoreau va créer une esthétique de l'existence singulière à son tour. Que ce soit face aux autorités, au gouvernement, aux concitoyens, comme face à lui-même. Il effectue un travail sur soi, sur son âme et son esprit pour fonder une existence comme il a souhaité en cela son départ vers Walden. Thoreau est un réceptacle des exercices spirituels chez les anciens, et ce, dès Socrate. Il reprend le connais-toi toi-même avec l'explore-toi toi-même, précisant qu'il ne s'agit pas de partir au bout du monde pour se trouver, il s'agit avant tout de s'explorer soi-même. On note des traces stoïciennes chez Thoreau, dans l'austérité, dans la volonté d'une harmonie avec la nature, des traces épicuriennes, dans une application du tétrapharmacone, ou encore des traces cyniques, en devenant un Diogène américain, cité par que l'on voit notamment Cavell, qui s'oppose au pouvoir et provoquant évidemment ses contemporains. Son départ pour Walden est destiné à prendre du temps pour méditer, pour écrire, pour s'essayer à la vie sans le confort et le superflu par la société. Cette écriture est, à l'instar de Montaigne et ses essais, pour le constituer. En s'installant à Walden, Thoreau va créer son jardin d'Épicure. Il part s'astreindre, tel un penseur antique, à une certaine discipline avec la réduction des désirs, avec des plaisirs simples, en recherchant, tel un penseur antique, une certaine plaisir, un certain pur plaisir d'exister. Ainsi Thoreau veut prouver qu'il est facile que les hommes satisfassent leurs véritables besoins. Il va montrer en quoi l'homme n'est plus lui-même dans la vie moderne, qu'il devient un autre par les aspects matériels qui l'entourent. En établissant sa cabane au cœur de la forêt de Walden, au cœur de la nature, il fuit ce qui n'est pas nécessaire, pour uniquement se concentrer et vivre sur ce qui est justement nécessaire. Il tire de cette expérience que nous avons tous à travailler sur notre existence en travaillant d'abord sur nous, sur notre âme et sur notre esprit. Dans l'esprit plotinien, Thoreau indique que nous sommes tous sculpteurs et peintres de nos matériaux qui sont notre chair, notre sang et nos os. L'homme est une masse d'argile, il s'agit de la façonner du mieux possible. Typiquement les propos d'un Foucault qui regrette que seuls les tableaux, les objets, soient considérés comme des œuvres d'art. D'ailleurs, pour lui, il faut clairement s'inspirer de l'artiste, ne pas se contenter d'une stylisation de son propre moi, mais à s'inventer soi-même. Ainsi, Foucault montre clairement les différentes possibilités de modes de vie à inventer, en s'appliquant lui-même une esthétique de l'existence. Elle-même est cherchée de façon exigeante, voire ascétique, la création tout en se référant à l'artiste d'avant-garde, au dandy baudelairien, au cynique qui refuse tous les autres modèles établis, et ce, dans l'objet de créer quelque chose de radicalement innovant. Autrement dit, Foucault prend pour modèle ceux qui n'en ont pas. Et c'est là que la notion d'art d'esthétique de l'existence prend son genre. Car les genres de vie sont à multiplier pour Foucault,
tant dans les lieux, tant dans les modèles, à travers les occasions et les formes de vie. Il s'agit de nouer un rapport d'invention, d'innovation avec ce qui nous entoure, tant dans les existences qu'avec son propre soi. Foucault est radical. La transformation, la vie philosophique doit être spectaculaire, dans l'esthétique de l'existence comme dans l'engagement social. Cela doit passer par être un autre. La philosophie, la vraie, ne doit-elle pas être obligée d'être une vie radicalement autre, dit Foucault. Ce qu'il faut produire pour lui, c'est une chose qui n'existe pas encore et qu'il est impossible à imaginer dans la forme, dans le fond, puisque c'est quelque chose de totalement autre, une innovation totale et radicale, dit-il. Dewey, par exemple, est clairement différent de Foucault sur ce terrain. Il considère que les vertus de la philosophie, la beauté, exemplarité, critique rationnelle, courage, connaissance de soi, amélioration, ne réclament pas de cette altérité que propose et que prône Foucault. Or, lui, ce dernier est clair, c'est l'innovation totale qu'il réclame. Et de fait, ne croit pas envisageable une esthétique populaire de la simplicité sans être éblouissante, originale, singulière. Dewey s'affranchit de toutes ces exigences de nouveauté, car pour lui, cela aurait une conséquence importante. Cela ramènerait à une dimension, à une forme de production de marchandises. On risquerait de se trouver dans un rapport marchand et consumériste, où l'artiste développe non seulement un individualisme, mais aussi une orientation de sa production destinée à satisfaire une demande. Entendons individualisme au sens populaire. De l'art à l'existence, en passant par le corps, nous voyons systématiquement l'environnement impacter notre existence, et notamment autrui, les communautés, qui est notre dernier axe. La réalisation de soi, pour Dewey, est profondément ancrée dans la relation aux autres, à travers le service public, par exemple. Le problème éthique est de savoir comment harmoniser le développement de chaque individu avec le maintien d'un état social dans lequel les activités de chacun contribuent au bien de tous les autres. Dewey a mis en forme cette posture notamment en créant à Chicago une école expérimentale qui a une forte influence sur l'éducation aux États-Unis. La vie philosophique de Dewey s'exécute dans le souci du commun. Ce n'est qu'en participant à l'intelligence commune, en partageant le projet commun dans la mesure où il contribue au bien commun, que les êtres humains individuels peuvent réaliser leur véritable individualité. Cela a un sens précis pour Dewey. Le moi formé par une action fidèle au rapport avec autrui sera un moi plus complet et plus large que celui qui se cultive dans l'isolement. Dewey avouera à la fin de sa vie que c'est son caractère naturellement introspectif qu'il voulait contrôler par la focalisation du souci communautaire. Ainsi, Dewey a la volonté d'enseigner les fondements de ce souci communautaire à tout le monde sans exception. Et c'est ce qu'il a voulu faire, notamment avec les personnes de couleur. Mais cette volonté a un but précis, la conversion à l'école cynique. Cela avait pour objectif une conversion universelle, afin que la portée soit dans la société, se retrouve également dans la cité. L'idée que tout un chacun adopte la vie cynique, avec le rejet des conventions, des traditions, des hiérarchies, cela aurait pour lui eu pour conséquence une transformation complète, radicale de la vie politique. C'est donc par une dimension introspective que Dewey organise le bien communautaire, tout comme Diogène, use d'une dimension autocentrée dans ses mises en scène, non dans un souci individuel, mais dans un souci collectif. En effet, le philosophe de Sinope voit le risque, Diogène de Sinope, voit le risque de normalisation homogénéatrice et dès lors va rejeter les conventions, hiérarchies, collectives, tout ce qui attribue évidemment à ce qui est de constitutionnel. Hilary Putman, très rapidement, également est dans l'espace communautaire. Une mise en œuvre du bien-être, pour lui, passe forcément par l'installation de la démocratie. Cette liberté, il indique que la faculté d'appliquer notre pensée au gouvernement de soi et de la société. La démocratie, c'est la participation active de tous et non l'abandon des questions de contrôle à des professionnels experts. Cette démocratie participative que s'oppose à ces dominations d'experts qui se trouvent inévitablement si éloignées des intérêts communs qu'elle devient dotée d'une classe d'intérêts privés et d'un savoir qui, dans le champ du social, est la négation tout simplement du savoir. Je vais passer très rapidement sur cet aspect démocratie et sur le perfectionnisme, puisque j'arrive sur la fin de mon intervention. Très rapidement, la réalisation de soi par les communautés est également valable chez Cavell, notamment par le perfectionnisme et la démocratie, tout comme également chez Foucault, qui a bien montré de façon très claire comment les communautés, notamment homosexuelles, devaient se réaliser par elles-mêmes, et non jamais en cherchant à s'homogénéiser ou à
plus exactement, rechercher une même homogénéité que chez les hétérosexuels, mais qu'ils devaient bien, par eux-mêmes, savoir s'inventer. Ainsi, je cite Foucault pour finir cette partie-là, plutôt que de dire « essayons de réintroduire l'homosexualité dans la normalité générale des relations sociales », disons le contraire, non, laissez-la échapper dans toute la mesure du possible au type de relation qu'il est possible de constituer. Dans la mesure du possible, tout ce qui nous est proposé dans la société, il nous faut au contraire essayer de créer dans l'espace vide où nous sommes et où nous devons créer de nouvelles politiques et de nouvelles possibilités relationnelles. Pour conclure, je tiens évidemment tout d'abord à préciser que, me concentrant pour cette intervention sur les techniques de soi aujourd'hui, n'est évidemment pas aborder les récupérations tout à fait directes des exercices spirituels antiques chez les contemporains et qui évidemment existent, comme les exercices d'écriture, comme la lecture par exemple. De plus, évidemment, les axes mentionnés, que sont l'art, le corps, l'esthétique de l'existence ou la communauté, ne sont pas les expressions exclusives des techniques de soi aujourd'hui. D'une part, je n'ai plus que les résumer très rapidement ici, sans convoquer l'ensemble des philosophes sur chacun des thèmes, et également sans mentionner un certain nombre de contradictions que nous pourrions y apporter. Évidemment, j'ai dû faire part d'autres techniques ou exercices spirituels pour aujourd'hui, comme l'introspection et la transformation de soi, notamment avec Wittgenstein, la phénoménologie, une véritable technique de soi, et un exercice spirituel tout à fait contemporain avec Husserl, ou encore le pragmatisme de façon détaillée avec Peirce et James. Quoi qu'il en soit, je tirerai comme conclusion de notre propos pour aujourd'hui 3 enseignements ou 3 axes. Il n'y a pas de doute sur la présence de techniques de soi ou d'exercices spirituels dans notre présent, à l'instar de ce qui a pu exister dans l'Antiquité pour un vivre bien, si l'on peut dire rapidement. Si toutes les techniques contemporaines existent préalables dans l'Antiquité, on peut voir un développement de certaines d'entre elles dans notre espace contemporain pour tout un tas d'éléments, je ne peux pas rentrer dedans, mais qui est lié notamment à l'histoire, notamment au christianisme. Notamment l'art, qui peut être vu à la fois comme une étincelle qui existe comme moteur et comme développement de soi dès lors que nous face aux œuvres quand nous y sommes confrontés. Le corps, qui redevient acceptable après les longs siècles chrétiens où celui-ci était banni. L'esthétique de l'existence, qui s'articule tant pour son propre corps que sa propre société, avec les faisceaux de résistance qui y sont liés. La communauté, enfin, je suis passé rapidement, mais qui devient ou redevient un lieu de réalisation de soi. Il reste donc des problématiques non négligeables, et on notera juste 3. La première, j'ai rapidement abordé, c'est l'élitisme. Comment ces techniques de soi sont-elles appropriables pour l'homme du commun ? La deuxième, c'est les singularités individuelles que l'on peut nommer, notamment chez les philosophes, très rapidement que j'ai pu citer, mais relativement peu de collectifs, car même s'il y en a, cela reste relativement marginal par rapport aux écoles qu'il y a pu avoir, notamment les jardins épicuriens, ou même plus récemment les communautés hippies, etc. Enfin, dernière problématique, évoquée ici, mais il y en a bien d'autres, la place dans la société pour les techniques de soi et les exercices spirituels contemporains. L'appauvrissement du temps individuel, ce que l'on entend au sens noble du temps pour soi, c'est-à-dire prendre soin de soi, qui est évidemment avant même le connais-toi toi-même, est crucial. L'homme du commun est en permanence entre les sphères sociales, professionnelles, familiales, économiques, politiques, loisirs, mais en aucune manière il prend soin de lui. Je ne crois pas que ce soit tant lié à la société moderne, ils sont des technologies, médias, des nouveaux modes de communication, qu'à surtout la capacité des individus, comme on l'a vu avec tous les philosophes, Emerson, qui vont prôner la force des individus pour venir le plus possible utiliser ces techniques. À nos yeux, l'éducation à l'exercice spirituel, recouvrant ascèse, maîtrise de soi, combat des passions, etc., peuvent permettre aux individus de prendre soin d'eux-mêmes, et c'est selon nous ce sur quoi il faut travailler et ce par quoi il faut commencer. Merci beaucoup. Qui veut la parole? You understand English? I can try to understand. Okay, I'll try to make it. I can pose the question quicker in English. Point 1. Walden is hopelessly deluded. Point 2. F.O. Matheson wrote in the 60s the book American Renaissance, which I think is still considered in the American language the classic discussion of Emerson and Thoreau. Matheson's assertion was that the identification of self and society, which is the absolute base of the Transcendentalists, was, having passed into the 20th century,
reactionary, destructive, and absolutely no longer to be maintained. When I asked Hadot about this, about what are the value of the exercises now, what he would insisted is, very interesting, but no evidence that they are applicable to contemporary history or society. He refused to make the historical move. He always said, when I talked to him, he always insisted on this point of, I don't know, because the social context now is so different than it was then. Don't project from the one to the other. That was his assertion, at least to me. Thus, the assertion I want to make to you is it wise, est-ce que c'est bon d'apporter les transcendentalistes comme tu as fait? Because I think by taking the transcendentalists, for me, the key to Stoicism, the key to Epicureanism, is that the exercises fail. The exercises are over the top. The exercises are the effort of the group to maintain something they know they can't maintain. And the key to Emerson and Thoreau is that they didn't have that sense of failure. They refused that sense of tragedy. And that's why Matheson rejected in the mid-20th century Emerson and Thoreau. And it's also, I think, Dewey would also refuse Emerson and Thoreau. Très rapidement pour avoir les autres questions, parce que ça prendra évidemment très longtemps. Je ne sais pas, quand vous avez discuté avec Pierre Hadot ne m'a pas dit ça. Okay. La première chose... Thoreau Emerson, je l'inscris dans le courant avec Stanley Cavell. Ce qui est important, c'est quoi? Et je pense que ce qui est important, c'est aussi par rapport aux antiques. Est-ce que c'est parce que quelqu'un est inscrit dans les transcendentalistes que, quand même, je ne vois pas en quoi je pourrais les critiquer, mais est-ce que c'est parce que c'est dans les transcendentalistes que ce qu'ils ont pu dire ou faire, et même avant ça, vivre, est-ce que c'est parce que, quand je prends l'analyse de Stanley Cavell, quand je regarde jamais uniquement les œuvres, mais également ce qu'a mis en œuvre Emerson, à la fois pour les sociétés, tout comme Thoreau, je dis simplement qu'ici, il y a des singularités d'exercice spirituel. Mais je critique mon propre propos en disant, attention, ce sont des singularités existentielles, ce sont bien des individus. Est-ce que pour autant ça peut en faire une école? On n'est pas sûr. Jamais je ne cite le transcendentalisme. Parce que, effectivement, ça peut être associé comme une école. Quand je vais devoir citer une école ou un courant communautaire, exercice spirituel, ça va vous faire sourire, je vais plutôt citer les hippies, par exemple, en termes de communauté, mais pas les transcendentalistes. Par contre, en tant qu'individu, Emerson et Thoreau me semblent avoir écrit et vécu ce que l'on nomme dans l'ancien temps des exercices spirituels. Merci pour avoir mis ensemble ces auteurs dont j'ai lu beaucoup de Stanley Cavell que j'aime beaucoup. J'ai récemment, encore une fois, lu Sloterdijk, dont le dernier livre, un des derniers livres, c'était Du musst dein Leben ändern, tu dois changer ta vie, qui est tout entier sur les exercices, dont il fait une analyse, par exemple, du sport comme étant une tentative de changer l'humanité à travers ce sport, et dont il, avec son humour, montre une certaine déchéance quand elle finit par arriver dans un système de marketing qui n'a plus rien à voir avec la spiritualité initiale. Et si je me rappelle bien dans ce livre, qui est un moment que je l'ai lu il y a 2 ans, il y a quand même la question dans ces exercices, et étudier la logique, c'est un exercice. D'ailleurs, toute étude est un exercice. La programmation, là, je suis en train de programmer, j'apprends des nouveaux langages qui me changent ma façon de penser. Mais je suppose que si on veut s'exercer de façon spirituelle, il faut élargir au plus la vision de qu'est-ce qu'est le bien, que l'on veut améliorer. Puisque juste de se différencier d'un autre, on risque de juste faire dans la différenciation. Et je pense qu'à la fin, c'est assez intéressant. Sloterdijk essaye de montrer quels sont les vrais problèmes de notre société, et pour lui, c'est l'écologie.
et les transformations qui vont nous aider à trouver le haut vers lequel nous devons nous pousser, puisque c'est aussi une transformation, ça doit être toujours une transformation vers le haut. Et donc peut-être que bien avant en faisant l'exercice, nous devons aussi regarder où est le haut et où est le bas, pour que nous puissions nous améliorer et pas nous détruire. Oui, vous avez, enfin, pas vraiment une question, mais vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que, d'une part, chaque chose peut être un exercice spirituel, mais il faut faire attention également à ne pas tout appeler exercice spirituel. Et c'est d'ailleurs, dans ce que vous dites aussi, parfois, la critique qu'Ado a eue, de façon très claire, d'appeler de syncrétisme, en disant, voilà, il y a de l'exercice spirituel dans le stoïcisme, et Pierre Hadot en voit partout. Notamment, et pour revenir sur votre question, il a écrit un texte sur Taureau, Pierre Hadot, il a écrit un texte sur le sujet. Donc, enfin, je ne peux être que d'accord avec vous, et c'est valable pour le sport aussi. Oui, donc moi j'ai beaucoup aimé cette conférence, dans la mesure où, d'abord une question, est-ce que vous avez lu le côté versus les exercices spirituels, c'est-à-dire une personne que j'ai bien connue, qui était très détestée en France, Philippe Muret, qui a fait 3 sommes qui s'appellent les exorcismes spirituels. Non, je vous explique très vite. Dans ces exorcismes spirituels, Philippe Muret condamne trop fort, mais quand même, sous-entend que le système, la doxa, liée, on va dire, aux grandes sociétés privées, reprennent des grands philosophes, reprennent des bouts de leurs propos et arrivent à tordre leur propre philosophie. Je prendrai un seul exemple. Vous appropriez beaucoup Michel Foucault. Et moi, j'ai le souvenir d'un très beau texte de Michel Foucault où il doute d'un corps parfait qui serait le produit de la doxa. D'autre part, dans toute articulation, quand vous définissiez l'art, j'ai trouvé que votre définition n'était pas très, à la fois extensive et très restrictive. L'art n'est pas forcément quelque chose qui forcément pourrait élever. En tout cas, on sait que les gens se contrefichent de l'art. Peut-être que tout est fait pour qu'ils s'en contrefichent, mais une définition très resserrée sur l'élévation grâce à l'art, c'est peut-être le contraire, ça peut peut-être descendre. Ensuite, ce qui m'a peut-être le plus embêté, c'est que voilà, j'ai l'impression, encore une fois, que vous prenez des éléments et qui nous montreraient qu'une harmonie est tout à fait possible, que si on choisit d'avoir un corps harmonieux, c'est tout à fait possible, que si on choisit d'être émerveillé par l'art, c'est tout à fait possible. Bref, que des exercices spirituels, ça dépend que de nous et pas du système. Alors, à un moment, je me suis dit, j'aimerais bien que peut-être vous présenter un supporter de l'OM que je connais, très agressif, je le reconnais. Pour lui, quand je ne connais pas l'OM, c'est un club de football, l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille. Et qui vit dans les cités, et qui lui, franchement, sincèrement, n'a jamais eu l'occasion, effectivement, d'être émerveillé par l'art, parce que le système a fait que, comme il vit dans les quartiers nord, jamais il y a eu de lieu d'art vers chez lui, et il n'y a pas de ligne très pratique pour aller dans les galeries. Et de toute façon, dès qu'il rentre dans une galerie, comme il a une casquette et des baskets, on lui dit « Ah, dehors ». Pareil pour son corps. Son corps, c'est simple, il n'a jamais eu accès qu'à la télévision comme moyen d'information. Et la télé, par le système, fait de la publicité pour toujours grossir. D'ailleurs, ils mettent des avis pour les enfants, attention, la pub du sucre. Mais en fait, ils bastonnent tout le temps la pub pour manger beaucoup les bonbons, les graisses, je sais, enfin, c'est terrifiant. Enfin, on sait, le taux d'obésité augmente dans tous les pays développés. Donc lui-même est très gros. Donc, ces exercices sur son corps, on lui a jamais donné, franchement, la possibilité de le faire. Et ainsi de suite dans tous les compartiments. Ce que je veux vous demander, c'est est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre conférence
moi, m'a beaucoup plu, mais est-ce que c'est pas dans un système qui fait abstraction de la réalité économique mondiale? Je peux ajouter quelques mots à ça. Oui, je vais faire un Non, mais parce que c'est sur le même, un peu sur le même registre, comme ça nous fera gagner du temps. Juste avant, je voudrais enchaîner sur ce que disait Laurent à l'instant, mais je voudrais quand même dire que Pierre Hadot, quand il est entré dans cette problématique, il pose que l'Académie du Platon est un lieu de technique de soi. Et que c'est une école. Et que c'est pas du tout un lieu où on fait sa technique de soi, chacun dans son coin. Que d'autre part, c'est rapporté à des questions de théorie, c'est-à-dire à des pratiques de la géométrie, etc., à des disciplines, et comme le disait tout à l'heure Henri, tout savoir est une technique de soi. Sinon, pas ça, sinon c'est pas un savoir. Et la question contemporaine de la technique de soi telle qu'on l'exhibe, moi j'ai jamais vu Emerson, etc., mais elle est quand même extrêmement étriquée sur un îlot. Je dirais, peut-être celui dont Jacques Brel parle dans les Maldives, là-bas, bon, c'est très très bien, mais tout le monde n'est effectivement pas Jacques Brel. Et d'autre part, la question des techniques de soi, c'est pas une question, c'est la question d'apprendre à faire pipi dans son pot, c'est la question d'apprendre à parler, ça commence là. Et donc là, pour nous, je dis pour nous parce que je crois que c'est ici ce que nous partageons beaucoup ici, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de ceux d'entre nous qui sont arrivés aujourd'hui, la technique de soi, c'est tout simplement apprendre à vivre. Apprendre à vivre. Et vivre, ça doit s'apprendre. On ne peut pas ne pas apprendre à vivre, et on a la responsabilité d'apprendre aux autres à vivre, en fonction de ce qu'on apprend nous-mêmes. Ceci se produit, selon nous, là, je crois que c'est aussi un point spécifique que nous apportons, dans une situation où nous sommes des êtres que Georges Canguilhem appelle des vivants techniques. Canguilhem dit ce qui nous définit, c'est la vie technique. Et que, en tant que vie technique, nous devons sans cesse apprendre à ne pas détruire ce qui nous permet de nous détruire à travers ce qui nous permet. Donc nous disons, la technique de soi, c'est le problème de la pharmacologie technique, c'est-à-dire du caractère foncièrement empoisonnant de tout ce qui est bon. Autrement dit, la question, c'est pas ce qui est bon et ce qui est mauvais, le problème, c'est pas l'ontologie. Pour ça, axiologie ou axiologie, et nous appelons ça la thérapeutique. Thérapeutique étant une thérapeutique, une thérapéia, c'est un mot que utilise beaucoup Jean Frémiot, je ne sais pas s'il est encore là, en tant que photographe, en tant qu'artiste, une thérapéia, c'est évidemment une technique de soi et des autres. Et si nous nous référons beaucoup à Gilbert Simondon ici, parce que là je crois que c'est vraiment ce qui est partagé par tout le monde ici, l'intérêt pour Simondon, c'est parce que chez Simondon, il n'y a pas de soi sans les autres. Autrement dit, l'opposition moi les autres, soit psychique et soit sociale, ne fonctionne pas, n'a aucun intérêt. C'était un petit peu ce qui était un peu gênant dans les références parce que c'est vraiment le moi face. Moi, ça me paraît un peu archaïsant. Après, la question que posait Laurent est absolument fondamentale. C'est-à-dire que, ou bien on dit, il y a un côté comme ça chez le dernier Foucault, je me retire, plus qu'un côté, il le dit très clairement. C'est quand il parle de l'Empire, où tout, à un moment donné, bon, on est désabusé de l'espace public, et on va se rétracter. Et on se dit, bon, je me démerde, voilà, pour les autres. Nous, on pense que la philosophie, c'est pas ça. Pas du tout ça. La philosophie, c'est avant tout, c'est ce que je disais ce matin, par exemple, se soucier du fait que le soleil disparaîtra dans 3 ou 4 milliards d'années, ça nous pose des problèmes. Quel rapport avec nous? Zéro. Parce que le problème, c'est nous, oui, mais pas ce nous-là, c'est pas ce nous égoïste, c'est un nous qui est projeté au-delà de lui-même et qui donne la joie que l'on trouve dans l'exercice spirituel de Ignace de Loyola, comme de Foucault, comme de Sénèque, etc. Exercice spirituel ou technique de soi. Et par rapport à cela, nous sommes confrontés à une époque, la première, à ma connaissance, dans l'histoire de l'humanité, qui est intégralement organisée pour détruire les techniques de soi,
Et c'est le marketing qui sert à détruire cela. Parce que le marketing dont on parlait à l'instant à propos de ce supporter de l'OM, Laurent, eh bien il est là pour désapprendre aux gens à vivre, pour faire qu'ils ne sachent même plus bouffer. Parce que n'importe quel môme dans n'importe quel quartier pourri de la dernière des villes du tiers-monde sait encore faire, c'est-à-dire essayer de manger correctement alors qu'il n'en a pas les moyens, eh bien nous avons affaire, c'est ça que les gâteries dont parle Sloterdijk, nous avons affaire à un système qui désapprend ça. Donc, à propos de Foucault, moi j'ai déploré dans un livre qui s'appelle Prendre soin, vous avez employé cette expression, il n'y a pas de mots en marketing chez Foucault. Il n'y en a pas non plus chez Hans Jonas. Hans Jonas s'en prend à la technoscience qui détruirait l'ontologie, etc. On se réfère à Heidegger et à une certaine théologie aussi. Mais le problème aujourd'hui, c'est que tout cela, dont on rend souvent responsables les auteurs des riots, l'hyperviolence des villes, des banlieues de Londres, etc., attendez, c'est le marketing qui parle de tout ça. C'est le marketing qui organise le désapprentissage de la vie, qui détruit les circuits éducatifs, qui rend impossible la tâche de transmission de génération en génération de toutes ces choses qui sont les apprentissages de la vie comme technique du nous et pas simplement du soi. Et ça s'appelle la politesse, technique. En général, politesse au sens large. Donc, moi j'ai trouvé très intéressant votre exposé, parce qu'en plus il y avait plein de trucs que je ne connaissais pas. Ce que vous disiez sur Dewey, etc., extrêmement intéressant sur l'œuvre d'art, même si, comme disait Laurent, il est vrai que ça mériterait peut-être un élargissement de la notion de l'œuvre, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mais en même temps, il y a quelque chose de paradoxal. Oui, il est évident, monsieur Stigler, que tout d'abord, et je voudrais répondre quand même rapidement à monsieur, que lorsque je vous ai interpellé au Collège de France, c'était évidemment sur la question du marketing, sur la question de l'innovation, sur lequel, évidemment, je ne suis rien du tout, sur lequel je ne partage pas votre avis. Évidemment là-dessus, pour tout un tas de raisons, je ne pense pas que ce soit le lieu d'en débattre, même si j'aimerais le faire, en exposant un jour, moins complètement, pourquoi le marketing, et pourquoi le marketing d'ailleurs pourrait tout à fait disparaître, et pourquoi il n'y a pas de marketing dans certains endroits, et pourquoi il y en a, etc. Et effectivement, je ne partage pas cet avis. Le marketing, ce serait trop réducteur de le voir de cette façon-là, et je ne peux pas répondre à ça en détail. Parlons de marketing, mais ça parlons de la manière dont on fait bouffer du sucre et de la graisse, comme ça, c'est de la génération spontanée, ça? Non mais attendez, ou bien je réponds sur ce qu'on propose aujourd'hui, c'est technique. Ma question, c'est le désapprentissage de la vie, organisé avec l'essence du marketing. Sachons pas savoir si c'est le marketing ou pas le marketing, est-ce que ça existe ou pas? Pour cela, je citerai ma dernière phrase, que visiblement n'a pas été entendue. À nos yeux, l'éducation, pas dit comme question comme ça, l'éducation à l'exercice spirituel, recouvrant ascèse, maîtrise de soi, peuvent et doivent permettre aux individus de prendre soin d'eux-mêmes. Prendre soin de soi, dans tous les cours au Collège de France qui ont été republiés par Michel Foucault, c'est une partie fondamentale de prendre soin de soi chez Michel Foucault. Enfin, je veux dire, ça correspond, dans un troisième tome, dans tous les cours au Collège de France, ça correspond quand même à plus de 450 pages, de prendre soin de soi. Oui, mais je sais, donc, c'est pourquoi j'utilise ce mot-là, c'est que je le mets simplement en perspective avec les autres. Je regrette d'avoir dû couper quasiment la partie communautaire, sur lequel, c'est normal, je devais tenir mon temps, j'ai terminé juste à 1 minute près, donc j'aurais dépassé sinon, mais effectivement, sur la partie communautaire, sur lequel, effectivement, on se construit aussi dans la communauté. J'ai simplement cité, par exemple, la question de l'homosexualité, comme il y en a tout un tas d'autres, et puis j'en ai parlé, etc., etc. Ces questions-là ne sont pas des questions qui ont attrait aujourd'hui en tant que telles, question de marketing. Il faudrait que je fasse effectivement un exposé d'1 heure sur le marketing, et en la suite de ça, on peut me dire, oui, est-ce que c'est ça ou c'est pas le cas? Aujourd'hui, je crois que je n'ai pas le temps de le dire ou de le faire en tant que tel. Et je ne peux pas répondre à une question en tant que telle en disant, le marketing fait-il grossir, oui ou non, sans avoir exposé quelle est la définition, l'existence, pourquoi il y a eu du marketing à un moment donné, et pourquoi on en utilise mal aujourd'hui. C'est comme si vous me disiez, aujourd'hui, mais attendez, les voitures, ça tue. Ne me dites pas que les voitures ne tuent pas. Oui, les voitures tuent. Oui, d'accord, donc le marketing peut tuer. Mais d'accord, la question n'est pas là. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a une confusion entre, je peux répondre à cette communication-là, de travaux de thèse, je conviens bien, quelqu'un qui a été salué par, je crois, bon nombre de personnes que vous connaissez, ça va de Frédéric Worms sur le soin, ça va jusqu'à
Monsieur Moreau à l'université de Nantes, ça va jusqu'à Philippe Hoffman. Cette question-là, elle est vraiment sur la question de la thèse en tant que telle. L'art en tant que tel, évidemment, vous avez raison. En 45 minutes, j'ai essayé de travailler pour aujourd'hui sur 4 axes qui me semblaient intéressants pour aujourd'hui. Oui, évidemment, Industrialiste a été fondé par aussi Catherine Perret, que j'ai eu en cours, par Marc Crépon, que j'ai eu en cours, l'Université de Compiègne, dont j'ai eu Chopin, enfin bref. Oui, mais la question du marketing me demanderait un exposé. Il y a une possibilité que le marketing fasse du bien. Alors je vois que... J'ai pas dit ça non plus. Parce que je vois, par exemple, le bio, par exemple, qui grandit. De nos jours, il faut presque avoir du marketing pour pouvoir faire pousser des bonnes choses aussi. Je ne sais pas si vous aimez le bio ou si vous pensez que c'est bon, mais si on pensait que c'était une bonne chose, ça serait quelque chose... oui, c'est pour... Non, mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi y a-t-il eu du marketing? Oui, pourquoi, à un moment donné, cette discipline apparaît? C'est ça la question fondamentale. Et je pense que Bernard Stiegler donne beaucoup de bonnes réponses là-dessus. C'est pour vendre et pour découler les produits. Mais justement, en fait, moi je pense que c'est comme tous les outils, ils ont un bon et un mauvais côté. Par exemple, le marketing, il ne faudrait surtout pas ne pas utiliser le marketing pour faire les bonnes choses. Puisque si on a un outil qui nous permettrait, si on a une bonne idée de ce qu'il faut faire, si on arrivait à savoir qu'est-ce qui est le bon, si on avait un projet d'ensemble, et on savait que ça allait vraiment faire le bien. Alors je ne sais pas qu'est-ce que ça serait, je peux donner le bio comme un exemple, mais je ne veux pas m'appesantir là-dessus. Eh bien il faudrait du marketing. Et ce marketing pourrait, j'imagine, être une façon de transformer les gens pour que justement, pour les convaincre de suivre cette bonne idée. Donc c'est un outil. Mais ne réduisons pas le marketing à la communication non plus, quoi, ça. Moi je considère, j'ai écrit à plusieurs reprises, que le marketing dans une société industrielle est indispensable. Tout comme je considère que les banques sont indispensables, que les ingénieurs sont indispensables, etc. Je pense qu'aujourd'hui, le marketing est devenu un peu comme la finance, totalement autodestructif, et que les gens qui sont dans le marketing aujourd'hui sont à 90% des irresponsables. Parce que le problème, c'est pas de savoir si le marketing est bon ou mauvais, le problème, c'est de savoir ce que fait aujourd'hui le marketing. Donc, je ne vais pas avoir des querelles byzantine sur la décision du marketing, même si j'ai quand même fait une petite histoire de ce truc, et comme vous venez de le dire, essayer de montrer que le marketing, je considère qu'il ne naît pas en 1917 avec Bernays, mais il est préconçu à ce moment-là, sert à capter, canaliser l'attention, le désir, etc. Et par rapport à ce que vient de dire à l'instant en historie, le marketing, s'il empêche l'appropriation et s'il est exclusivement orienté vers l'adaptation, est intrinsèquement mauvais. Ce qui est très important chez les individus, c'est qu'ils s'approprient leur monde. Et à partir du moment où le marketing est aujourd'hui basé sur une mimésis absolument destructrice de l'individuation, des processus d'individuation, il court-circuite pour des raisons très précises, parce qu'il y a Pierre Hadot, il y a Michel Foucault, il y a aussi Sigmund Freud, il y a toute la théorie analytique, et il y a toute la théorie psychologique contemporaine, et qu'il y a des conditions d'élaboration du désir, et donc du plaisir. Si on court-circuite toutes ces conditions par ces processus que nous avons nous ici de prolétarisation, on rend absolument impossible l'appropriation. Et donc on fait des moutons qui peuvent devenir des loups, qui peuvent devenir tout à coup, subitement, des êtres bizarres. On voyait des moutons, il y a plein de moutons, et d'un seul coup c'est une bande de loups. On est au bord de ça. Donc voilà, et les questions sont des questions politiques. Tout le problème des techniques de soi, moi je défends la problématique des techniques de soi, des exercices spirituels, etc. Mais il faut les réinscrire dans une horizon politique et économique, et qui n'est pas simplement communautaire. Ce n'est pas la même question. Je ne suis pas anti-communautaire. Ce que je veux dire simplement, c'est que la res publica dont nous avons parlé ce matin et cet après-midi, la chose publique, la République, ça n'est pas le communautaire, précisément. Ça n'est justement pas. Monsieur, juste deux points. Et pour répondre à monsieur, je me souviens juste de son prénom, la question c'est, est-ce qu'il faut parler, vous allez répondre les deux, évidemment, et moi aussi je voudrais répondre les deux. Faut-il parler au supporter de l'OM ou faut-il parler à un patron du CAC 40 ? Je crois que les exercices spirituels doivent être aussi parlés à quelqu'un du CAC 40. On doit lui expliquer. Non mais pourquoi tout de suite celui qui va être dans les banlieues, celui qu'on va fustiger de cette façon ou pas ? Tu sais très bien faire
faire des exercices spirituels avec les patrons du CAC 40, il n'y a aucun problème. En plus, ça peut rapporter beaucoup de fric. Le micro, Bernard. Mais nous essayons de penser philosophiquement. C'est-à-dire que nous essayons de poser des problèmes. Voilà, bien entendu, pourquoi pas. Et simplement, ce n'est pas la question qui nous a été posée. Il y a des processus historiques, par exemple, les techniques de soi, ça s'inscrit dans une histoire. Foucault, justement, inscrit, et Arnaud aussi, d'ailleurs, dans toute une histoire de la pensée, une histoire de la religion, et une histoire des civilisations. Et que nous, aujourd'hui, puisque vous disiez, je ne parlerai pas d'aujourd'hui, mais du contemporain. Bon, ben, c'est pas tout à fait la même chose aujourd'hui, contemporain, en effet. Moi, je dirais aujourd'hui. C'est le titre qu'on a donné d'ailleurs à cette rencontre. Aujourd'hui, nous sommes le 25 août 2011. Et le 25 août 2011, eh bien, ça fait déjà bientôt un mois que la note des États-Unis a été dégradée, que le monde entier se dit, mais en fait, où est la souveraineté des États, y compris des États-Unis? Nulle part. Etc. Et que ces questions de technique de soi, si on les décorrèle de ces questions-là, c'est du vent. Ça n'est que du vent. Ça sert à fabriquer des sectes ou des marchands de coaching qui se font du blé en se foutant du monde. Alors après, moi, qu'il faille aider les patrons du CAC 40, oui, ça je suis tout à fait d'accord. Et si ils sont un peu moins stressés, un peu moins crétinisés par le niveau de prolétarisation qui affecte les cadres supérieurs, et c'est un sujet que je connais bien, tant mieux. Donc je ne suis pas contre. Sauf que là, on parle de philosophie. On ne parle pas de coaching. C'est pas la même chose, la philosophie. Non, je crois, enfin, c'est vous qui avez cité le mot, je ne crois pas avoir employé le mot et ça n'a strictement rien à voir. À mon sens, je crois avoir étudié de façon complète un parcours de philosophie dans lequel je n'ai entré toute ma vie et mes recherches sur les exercices spirituels, sur les individus. Je ne crois pas que l'on puisse dissocier et que l'on ne doit pas apprendre aux enfants, comme les autres individus, cette question des exercices spirituels, la maîtrise de soi, de quoi avons-nous besoin. J'aurais dû, je me suis trompé pour la conférence, j'aurais dû passer sur les exercices spirituels, qui sont, vous l'avez reçu ma thèse, qui sont le premier tiers. C'est conséquent, c'est un tiers, c'est plus de 400 pages dans lesquelles j'explique ce que sont les exercices spirituels. Je n'ai pas du tout parlé aujourd'hui pour justement vous focaliser sur aujourd'hui, mais j'aurais dû le faire. J'aurais dû le faire parce que visiblement je n'ai pas été, c'est ma faute, je n'ai pas été compris sur ce que j'entendais par exercice spirituel, évidemment le commun, évidemment Platon, évidemment Hadot, dans lequel j'ai passé plusieurs heures, dans lequel il m'a lu, dans lequel on a travaillé ensemble, etc. Et tout un tas d'autres qui vont de Didier Ribon jusqu'à Richard Schusterman et les autres. Donc je veux dire, ce n'est pas une conférence que je fais comme ça en parlant de coaching et puis voilà, je crains d'avoir une étiquette un peu professeur de marketing, enseignant de marketing, ce qui est compliqué parce que comprenez bien qu'on est en train d'essayer, c'est pas grave à titre personnel, mais d'attaquer quelqu'un qui justement peut se dire oui, on peut philosopher, on peut aller jusqu'au bout, on peut faire des résultats de philosophie, on peut publier également, et c'est ce que j'ai fait, dans lequel je parle de la méditation philosophique. La méditation philosophique, c'est ensemble, c'est à plusieurs, c'est dans le dialogue, c'est à deux, et j'ai quand même publié 4 ouvrages sur le sujet, donc il y a quand même quelque chose. Et d'autre part, effectivement, j'enseigne le marketing, dans lequel on n'a pas la même définition. Je ne crois pas qu'il faille fustiger forcément. Non, mais vous comprenez-moi bien, on ne peut pas. Moi, je travaille moi-même avec des gens du marketing, j'interviens très régulièrement, c'est pas ça le problème. En plus, votre intervention était très intéressante, je vous remercie beaucoup. Vraiment, non, mais sérieusement, je vous remercie beaucoup d'être venu parce que c'était très intéressant. Simplement, ce que je crois, c'est qu'il y a un volet, qui est au-delà de la sphère du soi, au sens où vous l'avez employé, qui, à mon avis, mériterait, en tout cas dans ce genre d'enceinte, d'être travaillé plus avant. Parce que sinon, ça paraît, je vous accuse pas d'être un marchand de coaching, mais c'est pas du tout ce que je vais dire, mais ça paraît nourrir cela. Voilà. Et parce qu'il y a tout un volet quand même aujourd'hui, voilà, on se recentre sur, je ne vais pas dire que c'est le cocooning, mais il y a un côté, un petit peu, avec l'individualisme et tout. Nous pensons, nous, ici, que c'est une calamité, cette évolution. Mais j'entends l'altruisme comme son analogie. Il y a d'autres là-dessus. Après, il faudrait qu'on parle aussi de Sandra Logier. On l'avait invité pour en faire des dépenses. Oui, oui. On vous a mis fin à la télé. Merci beaucoup.